Sur la route jusqu'à Wanaka, j'ai pris mon temps. Je crois que je me suis arrêté toutes les demi-heures pour prendre des photos, tellement cette région est magique. Je viens d'arriver dans un free camp qui est magnifique, pas loin du lac de Tekapo, au bord d'un lac. C'est juste incroyable, c'est trop bien. Du coup j'arrive dans le free camp, je me pose avec la voiture, je déballe quelques affaires pour manger. Et là, il y a les voisins qui sortent de leur camping-car et qui viennent me parler, qui disent « Ouais, nice to meet you !» Ils se présentent et on a peut-être discuté 15 minutes. Mais genre, qui fait ça en France? Dans un camping, dans un lieu de vacances et tout. Mais je suis trop fan de cette mentalité kiwi. Ça me rappelle un peu l'Écosse, en fait, cette mentalité vraiment des gens profondément gentils. Tu vois, il y a pas de... Ils soupçonnent pas le mal, ils viennent vers toi, ils sont avenants. Des gens hyper aimables, authentiques et qui s'intéressent vraiment à toi. Ils m'ont même offert un morceau de truite qu'ils avaient pêché aujourd'hui et qu'ils avaient fumé. Par chance, ma route passait par l'un des spots que je voulais absolument voir sur l'île du Sud, les lacs de Tekapo et Pukaki, deux véritables joyaux de la région de Canterbury. Je voulais voir ces eaux turquoises, ces montagnes vertigineuses et photogéniques, mais surtout, j'espérais tomber sur des lupins. Ces fleurs un peu féeriques, avec un parfum incroyable qui pousse au bord du lac de Tekapo. Bon, elles ne sont pas endémiques de l'île, mais elles donnent une ambiance presque irréelle à ces paysages. Je suis arrivé un peu tard dans la saison, donc il n'en restait plus beaucoup, mais franchement ça m'a suffi. Et puis la route jusqu'à Wanaka en était parsemée. Je crois que c'est l'une des plus belles routes de Nouvelle-Zélande. Naviguant entre lacs et rivières d'un bleu intense, dominé par les monts dorés. Bienvenue dans le woofing de Nancy, à 20 minutes de Wanaka. Je suis arrivé dans une grande propriété à l'allure un peu désertique, où Nancy a créé son entreprise Big Dog. La propriété est immense, c'est trop beau, elle a planté des arbres partout. Et voilà, c'est vraiment un petit havre de paix. Et du coup, il faut que je vous montre là où je dors. Donc je garde ma voiture ici et je dors dans cette petite caravane qui est juste là. Elle est dog-sitter professionnelle. En gros, les gens lui confient leur chien pour la journée ou pour le mois, et elle s'en occupe, elle les nourrit, elle joue avec. Elle propose aussi 2 Airbnb, donc elle a besoin de moveurs pour faire tourner tout ça. J'ai rencontré 2 couples ici, dont Olivier et Nataira. Olivier est québécois et sa fiancée est canadienne. Ils sont là pour du long terme, ils s'occupent des chiens, gèrent l'accueil des clients et les balades. C'était des super moments, surtout le soir quand on sortait les chiens autour de la propriété. Ah, Nancy, cette country girl, un sacré personnage. Elle a vécu en France pendant un petit moment et elle a donné des cours de guitare en Thaïlande après sa rupture avec son mari. Maintenant, elle doit gérer la maison toute seule, à l'aide de son fidèle compagnon Ned. J'ai pu l'aider sur pas mal de tâches, comme du jardinage, un peu de rafraîchissement pour sa terrasse, mais surtout pour construire un nouvel abri pour les chiens. Pendant plusieurs jours, j'ai continué le travail d'un autre woofer, avec l'aide d'Olivier, pour créer des murs, des portes, des protections pour l'abri. J'ai beaucoup aimé ce travail avec le bois, un mix entre créativité, sang-froid et faire avec la main du bord. Sans oublier que j'étais constamment dérangé par les chiens qui voulaient jouer avec moi. Tu peux me passer la planche là, s'il te plaît? Non, je peux pas, t'es un chien. Bah oui, bah me regarde pas comme ça, tu peux rien. Je suis pas responsable de ta condition de chien, moi. Ok, je suis hyper fier de moi. Je viens de finir mon système de porte. Voilà. C'est un peu bricole, hein? Mais bon, on avait que ça. J'ai dû passer 3 heures sur ce système, parce que c'est 2 poignées différentes. Et j'avais pas les bons outils, j'avais pas les bonnes vis, j'avais pas du tout les bons raccords. Donc j'ai bricolé des trucs avec ce que j'ai trouvé. J'ai dû percer avec... je vous raconte pas avec quoi j'ai percé, c'était terrible. Et voilà.
Belle porte verte toute belle, voilà, avec 2 poignées de porte. Voilà, je montre ça fonctionne bien. Allez! Non, je rigole, ça fonctionne super. J'ai vraiment passé du bon temps ici, à cuisiner, partager des repas délicieux avec les autres woofers. Faire un saut dans la rivière, ou encore réviser mes classiques avec Nancy. À profiter des couchers de soleil absolument incroyables ici. Elle avait un petit coin musique sur sa terrasse, très agréable, malgré le piano un peu désaccordé. C'est aussi ici que j'ai pu observer les premières aurores boréales de ma vie. C'était absolument magique. Entre tous mes travaux, j'ai même eu le temps pour quelques escapades. Et voilà, premier rando autour de Wanaka avec Mathia qui est de retour. C'est plutôt moi qui l'ai rejoint. Et on est avec Alex, un autre pote de Mathia qu'il a rencontré en woofing. Et là on se fait la rando, comment elle s'appelle la rando? Fernburn Track. Et on va dormir en hutte ce soir. Frérot, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin ici, c'est n'importe quoi. C'est une 6A. Regarde, ça glisse, c'est de l'alpinisme. Les nuits en hutte, c'est un grand classique de la Nouvelle-Zélande. Ce sont des abris entre 10 et 30 couchages généralement, que tu peux réserver pour plus ou moins cher selon la notoriété de la randonnée et l'altitude. Elles sont créées et entretenues par le DOC, Department of Conservation de Nouvelle-Zélande, le même DOC qui s'occupe de beaucoup de choses, comme l'éradication des espèces nuisibles, la protection de l'environnement et des espèces endémiques, ou bien la régulation de la chasse par exemple. Et voilà, on est arrivé à la fin de la rando, dans la hutte. C'est là qu'on va passer la nuit. Dans ces petits lits ici. Fancy. Ça fait maintenant plus de 6 mois que je suis en Nouvelle-Zélande et je suis pour ainsi dire à la moitié de mon voyage ici. Je m'étais mis en tête de trouver un job dans les alentours car Mathia s'était aussi installé en Otago. J'ai donc passé la semaine à envoyer des CV, contacter des entreprises, être cuistot pour des burgers, barista, paysagiste. Encore un choix pas simple à faire, surtout que la plupart des jobs pour lesquels j'avais postulé m'ont donné une réponse positive. J'ai donc fait un premier essai dans une boulangerie-pâtisserie, vraiment très sympa, et ils m'ont pris. Le souci, c'est qu'ils ne proposaient pas énormément d'heures et le salaire n'était pas hyper élevé comparé à la proposition que j'avais eue d'une entreprise de landscaping à Queenstown. Et donc après quelques coups de fil, j'ai signé mon premier contrat chez Natural Habitat et je commençais 3 jours après à Queenstown. L'idée de travailler en plein air et de consolider mes compétences en paysagisme et botanique me paraissait plutôt bonne. Alors, on m'avait dit que trouver un logement à Queenstown c'était compliqué, mais j'imaginais pas que ce serait une telle galère. Tous les hôtels sont pleins des semaines à l'avance, surtout en saison estivale. Mais quand je dis tous, c'est vraiment tous. C'est hallucinant à quel point cette ville est surchargée. Je ne vous parle même pas des embouteillages et des travaux. Après une trentaine de messages sur des annonces de colocation sur Facebook, j'ai enfin eu une réponse d'une personne qui acceptait de me prendre pour 2 semaines, puis d'une autre qui me proposait une chambre pour du long terme pour la suite. Après une grosse semaine, je quitte donc Nancy, les woofers et tous les chiens pour me rendre à Queenstown, sans endroit où dormir. Du coup, les 2 premiers jours, je suis allé camper dans des campsites aux alentours. Je viens d'arriver à Queenstown. Je suis dans un camping du DOC, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Parce que ici, tous les hébergements sont hors de prix. Il y a pas mal de Sunfly. J'avoue, je suis pas hyper bien là. Bon, heureusement que j'ai une super vue pour me réconforter. Mais ouais, je pensais pas retourner en van life de sitôt. Me revoilà, à camper. Mais bon, il y a pire dans la vie. Je viens de racheter un sac pour mettre mes affaires du coup, en guise de valise maintenant. Je suis team backpack. Quand on y réfléchit, c'est un peu fou de dire putain, je suis à 19 000 km de chez moi, de la France. Et
je dors dans ma voiture, je m'apprête à faire un job que j'ai jamais fait de ma vie. Peut-être que je vais me prendre une grosse claque, peut-être que je vais juste retourner dans l'île du Nord, je sais pas, retourner à Wanaka. En vrai, je me sens assez seul quand même. Je sais pas si je suis fait pour vivre solitaire. Finalement, ça s'est plutôt bien goupillé pour moi. En vrai, flemme de faire 30 minutes de route chaque soir pour aller dormir dans un camping, sans douche, sans cuisine. Et non, la van life c'est bien pour les vacances, mais avec un travail aussi fatigant, j'avais besoin d'un minimum de confort pour me sentir bien. Bienvenue à Queenstown, la ville apparemment la plus prisée de Nouvelle-Zélande pour les backpackers comme moi. Isolée, charmante, entourée par des montagnes vertigineuses, cette ville à taille humaine attire plus de 3 millions de touristes chaque année. Je la compare un peu à Annecy. Je dois l'avouer, elle dégage quelque chose d'unique, d'apaisant. C'est une petite ville mais dynamique, vivante, avec ses restaurants, ses bars, ses divertissements. La vie peut vraiment être douce ici. Les rives du lac sont très agréables pour se balader, se poser avec des amis après le travail, faire des barbecues, laisser libre cours à sa créativité, ou se baigner évidemment. Les gens sont beaux à Queenstown, c'est fou, mais ils sont surtout riches. Quand tu vois les prix des hôtels, c'est une ville qui s'est historiquement développée grâce à la ruée vers l'or à partir des années 1860. Elle s'est ensuite transformée en station touristique de sport de montagne, en construisant des remontées mécaniques ou bien le premier bateau à vapeur, le célèbre Earnshaw. Dans ma première coloc à Fern Hill, j'ai atterri chez des latinos, avec une super vue sur le lac. Tous les matins, j'avais le droit à mon lever de soleil sur le lac de Wakatipu. Les amis, me voilà donc dans mon premier jour de travail en tant que landscaper. Avec un petit syndrome de l'imposteur parce que j'ai aucune formation là-dedans, seulement des connaissances empiriques, mais j'ai réalisé que c'était largement suffisant pour ce job. Ma semaine a commencé de manière assez virulente avec ce qu'ils appellent du hard landscaping, en gros c'est du travail de chantier quoi. Tout mon premier jour, j'ai conduit un camion en faisant des allers-retours entre un chantier et la carrière pour amener des tonnes de gravier. Et pour le reste de la semaine, c'était creuser des trous, faire des escaliers, pelleter des graviers, des copeaux. J'avoue que je m'attendais pas trop à ça. Ça sent le sapin en tout cas. Premier degré. Ça sent vraiment le sapin. Je travaillais donc en construction pour une belle résidence avec Happy, un collègue indien très sympa. Voilà, deuxième jour, nature à l'habitat en tant que paysagiste. En vrai, ouvrier BTP. Aujourd'hui, c'est béton. On a coulé du béton partout ici. Une grosse bétonnière. Puis on va continuer à remplir de trucs. Quoi. Là, on est allé au Bunning Center. En gros, c'est là où il y a toutes les fournitures. Et apparemment, une fois par mois, ils offrent genre un sandwich de petit déjeuner, quoi. Avec des œufs, du bacon, du fromage. C'est incroyable. Voilà, c'est le magasin qui offre ça. C'est lunaire. Dans quel magasin on a ça en France ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, apparemment, c'est commun. Bon app, hein. Mais j'avoue, malgré ça, le moral en a pris un coup. Arrivé dans une ville où je connaissais personne, avec un travail où je devais me lever tous les jours à 5h30, qui était extrêmement physique et fatigant, et qui convenait pas vraiment à mes attentes, je vous avoue que j'étais à deux doigts de tout lâcher. Mais je ne voulais pas abandonner tout comme ça. J'ai donc envoyé un mail au boss en expliquant un peu ma position, que je me sentais pas vraiment compétent et que cette partie du paysagisme me plaisait pas vraiment. Et il a été super compréhensif. Il m'a dit « Pas de soucis mec, on va te mettre dans une équipe qui fait un peu plus d'entretien et de jardinage, on veut que tu te sentes bien. » Je m'y attendais vraiment pas. Les boss sont vraiment ultra sympas à Nature à l'Habitat. Du coup, les semaines d'après ont été vraiment plus agréables. Je me sentais vraiment plus dans mon élément. En gros, c'est un peu tout ce que j'avais fait jusque-là en woofing, sauf que là, j'étais payé $28 de l'heure. Désherbage, taille, débroussaillage, plantation. C'est un peu plus l'idée que je me faisais du job de paysagiste. Bon voilà, deuxième semaine chez Nature à l'Habitat et aujourd'hui je passe dans l'équipe maintenance, donc on va faire plus de débroussailleuse, plus de jardinage et de travail de maintenance quoi, donc je suis content. Et le truc génial, c'est que j'ai eu l'occasion de découvrir des endroits magnifiques autour de Queenstown selon les différents clients.
Des fois, il y a des jours, tu te lèves, tu te dis, oh, bah, ça va être une journée normale, une petite journée de terre tranquille avec du désherbage et de la débroussailleuse. Et puis après, tu te retrouves à moitié dans une rivière, avec des guêtres de pêcheurs à la mouche, à couper des seaux dans une rivière. Après mes 2 semaines à Fernhill, je change donc de coloc pour emménager chez Martin, un électricien anciennement danois qui vit ici depuis plus de 20 ans. Il loue une maison avec sa fille et un autre coloc kiwi, à 20 minutes de Queenstown, un quartier résidentiel au pied des Remarkables, l'une des 2 stations de ski autour de Queenstown. Et c'est aussi un mordu de musique. Il est bassiste dans plusieurs groupes à Queenstown. Ah, Benny. You were with me in the car. Bonjour, comment ça va? Martin's cooking. Yeah, I'm just showing all my chef tricks here for burgers. So if you don't want a burger patty that shrinks, you put a little thumb hole in it here, boom, and it cooks evenly around, it doesn't shrink. Bon les gens, je dois vous avouer un truc. Depuis que je suis à Queenstown, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube de chercheurs d'or et c'est passionnant. Les gars, ils savent exactement où chercher. Et il s'avère qu'à à peu près 15 minutes en voiture de chez moi, il y a un spot ultra connu pour du gold panning. Du coup, je me dis, allez, c'est parti, on va tester. Et puis, au prix du gramme d'or, en vrai, ça vaut le coup de passer un petit peu de temps. Et en vrai, c'est amusant. Je trouve ça hyper drôle. Bon, en l'occurrence, là, j'ai pas encore tout le matos pour faire du gold panning et trouver de l'or dans la rivière comme il faut. Mais je pense en acheter bientôt. Ça coûte pas cher. Je pense que pour 50 $, tu peux avoir un très bon starter kit. Je crois que j'ai trouvé un bon spot. En gros, les endroits où on a le plus de chances de trouver de l'or, c'est dans les interstices. Quand la rivière tourne comme ça, quand il y a des genres de fissures aussi. Et voilà, et peut-être sous la mousse, je vais aller essayer de gratter la mousse là-bas. Voilà, peut-être qu'il y en a qui sont coincés derrière, on va essayer de trouver. Voilà, le but c'est de gratter un peu au fond. Voilà, trouver la roche-mère. Prendre une bonne lichée de sable comme ça. Puis on va venir le nettoyer comme ça. Et en fait, l'or est lourd, donc il va rester au fond du bol. C'est pas un vrai tamis, hein, vous m'excuserez. Et après, l'idée c'est d'enlever progressivement les cailloux légers pour laisser que les cailloux lourds. Et le sable noir et l'or. Je suis en train de me faire bouffer par les sandflies, elles me piquent partout, c'est horrible. Bah voilà, bredouille. J'ai pas trouvé d'or. J'ai cru en trouver un moment, mais en fait non, ça s'est frité, donc c'était une roche qui ressemblait. Mais je perds pas espoir. Je pense que je vais essayer d'acheter une petite gold pan, ça coûte pas trop cher. Bon, je dois vous avouer un truc, j'ai pas vraiment apprécié mon temps à Queenstown. Je faisais un job sympa, ouais, mais absolument éreintant. 40 heures par semaine et j'étais constamment fatigué. Du coup, c'était très compliqué de profiter de la ville et des alentours, assez frustrant. Après, mon but était de faire un maximum d'argent, donc bon, il fallait choisir. Mais le plus compliqué, c'était socialement. Je n'ai pas rencontré grand monde, à part Charlotte, une autre Française avec qui ça a bien accroché. Et pour tout vous dire, je retournais souvent les week-ends sur Wanaka pour retrouver les amis. Malgré la fatigue, je me suis forcé à faire des sorties, dont Roy's Peak, avec une bonne dose de fromage fondu dans le ventre, une des randonnées les plus anthologiques de l'île du Sud. Et les amis, aujourd'hui c'est réveil un peu plus tard que le Taranaki. Un poil plus tard. 2h50, voilà. Il est 3h30, on démarre la rando de Roy's Peak, une des plus connues ici. On est avec le père Mattia. Coucou. Et malheureusement, il y a une quantité folle de monde. Le parking est plein. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait 2 heures qu'on marche. On est bientôt en haut. Il nous reste genre à peu près 1,5 km. Je suis au bout du rouleau là. Physiquement, c'est très dur. J'ai la hanche qui est un peu en train de flancher, le genou droit aussi. Et voilà, on est arrivé au sommet de Roy's Peak. Ouais. Il y a une quantité astronomique de personnes. Regardez. Voilà. Instagram versus reality. Ça va quoi? Regardez qui voilà. Les premiers personnages de mon vlog, ils sont là. De retour, 4 mois après. Bon, ça va, ça a été la montée? Ouais, à la fin, elle a mis dans le rouge quand même. La fin, elle a piqué. Hein. La fin, elle a grave piqué.
Les amis, je vous dois une petite update sur l'histoire de ma valise volée. Il y a eu pas mal de rebondissements, pas mal de choses qui sont passées depuis janvier. Mais au final, bonne nouvelle, la police a retrouvé les individus qui avaient volé ma valise. Ça, c'est super cool. Quand on avait vu les vidéos de surveillance, on s'est dit jamais ils les retrouveront, c'est trop dégradé, on voit rien. Et je sais pas comment ils ont fait, mais finalement, ils ont retrouvé les personnes qui avaient volé la valise à Blenheim. Et donc ces personnes, c'était des gamins âgés de 13 à 15 ans, des kiwis, des locaux en fait à Blenheim, qui ont du coup pris ma valise, qui l'ont traînée sur des centaines de mètres sur le terrain de rugby en laissant échapper des affaires un peu partout. C'est pour ça que j'ai pu en retrouver quelques-unes. Et donc après avoir un peu fouillé dans la valise, apparemment ils ont pris une GoPro, une enceinte Bluetooth. Mais le pire, c'est que tout le reste de la valise, ils l'ont jeté dans la rivière de Blenheim. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, je pense qu'ils ont dû paniquer. Et donc ce qui fait que la police locale n'a pas vraiment pu retrouver ma valise. Elle est sans doute en train de nager dans la mer ou alors au fond d'une rivière bien plus loin. Bon, j'avais pas énormément de choses de valeur dedans, mais ce qui m'embête le plus, c'est que j'avais des cadeaux un peu de valeur sentimentale que mes amis m'avaient fait avant le départ. Donc voilà, je suis désolé les copains, voilà, j'ai pas mal de vos cadeaux que j'ai perdus. Il y a une faible chance que peut-être j'y retourne et que je fouille un peu dans la rivière avec un masque et un tuba et que je retrouve quelques affaires, mais bon, voilà, j'y crois pas trop. Et donc voilà, ce qui s'est passé après, c'est que les policiers ont pu discuter avec les gamins pour avoir leur version des faits. Ils ont pu aller discuter du coup avec les parents parce que ils sont mineurs. Et chose inespérée, je m'y attendais pas du tout, mais les parents des 4 familles se sont mis d'accord, sous pression un peu de la police bien sûr, pour me rembourser l'intégralité de ma valise à neuf. Ce qui fait quand même 2600 $, c'est pas rien. Et donc j'étais très content. Finalement, ça se finit comme bien cette affaire. Voilà, je pense que si ça m'était arrivé en France, ça se serait pas passé comme ça, donc je suis plutôt content. Et donc les familles kiwis ont été hyper honnêtes, c'était inespéré, enfin je trouve ça trop sympa. Parce que c'est pas tout le monde qui aurait remboursé les conneries de ces gamins quoi. Donc malgré cette péripétie, voilà, je m'en sors pas trop mal, j'ai été remboursé donc je suis très content. Grâce à ce bon vieux Mathia, j'ai eu le contact d'un traiteur qui recherchait des serveurs pour des mariages. Et hop, transformation. Et c'est parti pour enchaîner 2 mariages, 2 semaines d'affilée, avec une équipe géniale, dans des lieux incroyables autour de Queenstown. J'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience. Et ils avaient besoin d'un coup de main pour la plonge le lendemain. Donc hop, encore un autre job bien fun. Décidément Queenstown aurait été la ville où j'aurais testé le plus de travail différent. J'ai aussi rencontré Alex, le coloc de Mathia, avec qui j'ai pu me rendre au Robreuil glacier. Le trou! Oh les trous! Oh la vache! Non mais regardez-moi cette route! Oh putain, il y a des boutons! Je l'avais jamais vu en Nouvelle-Zélande! Ça va, t'as intérêt à avoir confiance en ta pièce. Hein. Bon les gars, c'est parti, on est arrivé sur le parking de... Raspberry Flat Car Park. Voilà, merci. On va faire Robreuil glacier. On est parti aujourd'hui pour une petite rando. Petite, hein, parce que c'est quoi, 400, 500 mètres de dénivelé? On est revenu pour l'apéro. On est revenu pour l'apéro, clairement. Une randonnée plutôt courte et agréable qui vous amène à une vue spectaculaire du glacier, entourée de cascades et falaises vertigineuses. Je suis vraiment très fan de cet endroit. C'est un lieu magique et départ de plein d'autres randonnées iconiques de Nouvelle-Zélande. Le week-end d'après, on a voulu aller visiter les alentours de Dunedin. Avec Mathia, Alex et Lizzie, une ville très sympa qui a l'air d'avoir un semblant d'histoire. On voulait tenter d'apercevoir les timides pingouins de Nouvelle-Zélande, mais bredouille pour cette fois. On a vu seulement des otaries paresseuses et des gros cailloux ronds sur une plage. Voilà, toute la clique, on s'est levé à quoi, 5h30 5h30. pour aller voir des cailloux.
C'est cool, hein. Et le soleil. Parce qu'il n'y a pas de pingouins sur la plage. On a loupé les pingouins hier. Qui a dit qu'on allait voir des pingouins? Personne n'a dit qu'il y a que toi. Attends, ah non, c'est une branche. Il y a que toi qui... Les pingouins ne sont pas là. C'est trop mignon les pingouins. Et les amis, Eric reporter avec Lizzie et Mathia en direct de la rue la plus pentue de Nouvelle-Zélande. Du monde. Of the world. Combien de degrés? 34? 34. Les amis, épisode 2 dans la série, Eric a une obsession pour trouver de l'or dans la rivière de Nouvelle-Zélande. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Enfin, ça fait un mois que je pense qu'à ça. Et en fait, dans la nouvelle coloc où j'ai emménagé chez Martins, il s'avère que Martins a tout le matériel nécessaire pour aller diguer de l'or, aller chercher de l'or dans la rivière. Il a déjà fait ça, il a déjà trouvé de l'or. Mais bon, je ne garantis rien. Il y a un monde où je me fais juste bouffer par les sandflies et je finis en hypothermie. Voilà. Là, je suis en train de remonter la rivière beaucoup plus loin que la dernière fois, histoire de trouver un spot encore plus éloigné. Et je vois qu'il y a des trous, il y a déjà des gens qui ont essayé de trouver de l'or ici, là. Ah, le bush kiwi, ça faisait longtemps. Le truc génial, c'est que Martins, il a une golpan et un tamis. Et ça va me faire vraiment gagner du temps. Petite pipette pour récupérer l'or, si j'en trouve. Et puis masque et tuba si jamais je suis chaud, si j'ai pas trop froid, pour aller vraiment dans la rivière, essayer de gratter la bedrock pour essayer de trouver de l'or. Et bon, ça c'est pas dit que je me chauffe, on verra. Attends, je crois que c'en est là. Attends, je crois que c'est de l'or ça. Oh putain. Mais la fausse joie, il n'y a que des fausses joies, ça m'énerve. Ça brille de ouf jaune, et en fait c'est pas de l'or, c'est une pierre brune qui brille. Bon, j'ai rien trouvé, je sais pas si je me prends mal ou si je sais pas où chercher. Je pense qu'il faut du temps pour trouver les bons spots, je pense qu'il faut bien connaître. Le meilleur moyen de trouver de l'or, c'est avec un détecteur de métaux, et je n'en ai pas et ça coûte cher, donc... Et bienvenue dans une nouvelle journée de zinzin, encore une fois, voilà. Et aujourd'hui, c'est spray. Donc on doit asperger les plantes de désherbant tout autour des plantes pour pouvoir faire en sorte qu'elles grandissent mieux, parce qu'elles se fassent pas étouffer par les autres mauvaises herbes. Et du coup voilà, un max de glyphosate dans le dos, et c'est parti. Je suis vraiment pas fan. Mais bon, c'est comme ça fait partie du job. Je déteste foutre du glyphosate, je crois que le glyphosate, il n'y a rien de pire pour la santé de l'environnement. Mais voilà, en Nouvelle-Zélande c'est autorisé et ils en ont un peu rien à foutre. Et ils se font pas chier, ils sprayent partout. Après plus d'un mois et demi chez Natural Habitat, je reçois un appel du boss qui me dit qu'ils ont plus de travail pour moi. Et comme j'étais en casual contract, ça veut dire que du jour au lendemain, je peux me retrouver sans boulot. Et c'était un peu inattendu, je vous avoue. Ça m'a mis un petit coup de stress, surtout que je devais payer ma colocation. Heureusement, Martine m'a conseillé d'aller voir une agence d'intérim, Remarkable People, pour trouver du travail jusqu'à mon départ. Je m'y suis rendu, j'ai écrit mon dossier, et le lendemain, je travaillais. Alors oui, vous vous en doutez, le taf en intérim, c'est souvent pas très intéressant et assez ingrat. Bon voilà, premier jour en intérim, je suis sur un chantier énorme. Je ne sais pas ce que je fous là, voilà. Ah si, c'est vrai, j'ai besoin d'argent. Les premiers jours, j'ai fait du nettoyage sur des chantiers. Mais la semaine d'après était un peu plus intéressante. J'ai bossé avec une entreprise de fondation, un peu plus agréable. Et les derniers jours, pour Sandy, une paysagiste où j'ai fait beaucoup de hard landscaping à m'en péter le dos. Une expérience plutôt enrichissante qui clôturera mon rodéo des métiers à Queenstown, car j'avais d'autres projets pour la suite.
Je remballe donc toutes mes affaires, rends mes habits de travail et prends la route en direction de Christchurch pour une nouvelle aventure qui promet d'être bien fun.